Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans votre capsule sur l'histoire du jeûne et le déjeuner. Donc bonjour à tous, un peu d'histoire sur l'alimentation chez l'homme. J'ai pas besoin de vous cacher qu'il y a 10 000 ans, même 500 ans, les gens ne mangeaient pas 3 fois par jour nécessairement, encore moins 6 fois par jour, si on compte les collations en plus. De plus, le jeûne avait quand même, était déjà connu, je vous dirais, dans cette période-là. Donc, on va y aller immédiatement avec notre volet sur l'histoire. Donc, dans l'Antiquité, les gens jeûnaient pour une quête de spiritualité surtout et de guérison. En réalité, les adeptes du jeûne, eux, ce qu'ils faisaient, c'est, quelle que soit leur religion, ils trouvaient dans ce genre de pratique non seulement une auto-guérison par la détoxification de l'organisme, mais aussi une espèce de moyen de se rapprocher de leur Dieu et de reconnaître leurs péchés, s'en libérer et se purifier. À partir de là, on connaît aussi chez certains Grecs qui pratiquaient le jeûne médical comme Hippocrate, qui le recommandait, et Socrate qui, lui, le pratiquait régulièrement. Il faut quand même, par contre, attendre jusque les années, le 19e siècle, je vous dirais, avant que tout se structure la réflexion moderne sur le jeûne. Le docteur Isaac Jennings, par exemple, ou encore le médecin Edward H. Dewey, étaient les premiers à s'y intéresser. En 1877, justement, aux États-Unis, le docteur Edward Dewey, désespéré, a laissé son fils jeûner alors qu'il était atteint de la diphtérie, qui était une espèce de maladie qui ne se soignait pas très bien à l'époque. Cependant, ce qui est trouvé très intéressant, c'est qu'il s'est remis de sa maladie assez facilement. Puis ça l'a convaincu que le jeûne avait quelque chose à voir avec ça. La même année, le docteur Tanner a effectué sur lui un jeûne de 42 jours. Puis par surprise, même si tous les gens disaient, à l'époque, les docteurs disaient que 10 jours sans nourriture, ça pouvait nous tuer, mais l'homme a survécu, puis encore mieux, il se portait très, très bien. Dans les années 50, le médecin Yuri, qui travaillait dans un asile de fous, a laissé d'instinct un jeune forcené jeûner parce qu'il ne voulait pas s'alimenter. Puis à partir du 5e jour, il s'est rendu compte que son négativisme descendait. Puis au 10e jour, il pouvait se promener dans la clinique. Il n'était plus violent du tout. Le malade mental avait été soigné par un jeûne, ce qui était quand même assez unique. Puis fort de ce succès-là, le médecin a décidé de pousser un petit peu plus les recherches par rapport au jeûne et les vertus médicales. Dans la même décennie, c'est au tour du docteur Berkinger d'expérimenter sur lui-même avec succès le jeûne. Après sa guérison, le médecin a étudié les détails du jeûne puis a fondé en 1953 une clinique très populaire encore aujourd'hui qui est la clinique Berkinger en Allemagne. Aujourd'hui, le jeûne conquiert encore de plus en plus de place dans la pratique médicale, notamment via les cliniques Berkinger, justement, ou des cliniques comme celle du Dr. Fong en Ontario, au Canada, où on soigne les gens atteints de surpoids, de diabète, de maladies métaboliques. C'est assez surprenant tout ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, côté alimentation, il faut voir ce volet-là aussi parce qu'il faut reconnaître que très peu d'obésité, il n'y en avait pas en 1970, d'obésité ou presque. Puis pourtant, les gens n'avaient aucune idée du nombre de calories qu'ils absorbaient. Il n'y avait aucune idée du nombre de calories qu'ils gaspillaient. L'activité physique, c'était pas un passe-temps. La façon d'être en forme, les gens ne s'occupaient pas vraiment de ça. Puis pourtant, les gens à travers la planète étaient plus minces, plus en santé en général qu'aujourd'hui, imaginez. Pendant plus de 5000 ans, notre civilisation n'a jamais été en grand surpoids, mais depuis les années 80, on ne peut plus se passer d'un podomètre ou d'un compteur de calories. De nos jours, plus de la moitié de la population nord-américaine est en surpoids et le tiers souffre d'obésité morbide. C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'il faut se demander. Les deux grands changements qu'il y a eu drastiques dans ces années-là, moi, j'aurais tendance à dire que le premier grand changement qui est arrivé, c'est dans l'alimentation. On a dit les années 70, d'abord, on a comme encouragé les gens à arrêter de manger les graisses et à manger plus de glucides parce que le gras, c'était le diable. Sauf que manger plus de pain et de pâtes, ça n'a peut-être pas été le meilleur conseil que les gens ont pu avoir. Puis un autre problème est passé sous le radar à ce moment-là. Et c'est là qu'on s'en rend un petit peu plus compte. C'est l'augmentation des fréquences d'alimentation. Dans le dernier millénaire, les gens mangeaient une fois, 2 fois, parfois 3 fois quand ils étaient bien nantis. Puis c'était jamais aux mêmes heures, c'était jamais régulier. Puis souvent, un bout de pain et un verre d'eau, c'était considéré comme un repas. Avec l'industrialisation, les coutumes ont changé, puis les gens ont stabilisé un petit peu plus leur horaire, puis ont commencé à manger 3 repas par jour. Puis depuis les années 90, début 2000, il n'est pas rare que les gens mangent 3 repas plus 3 collations, matin, midi et soir, pour un total de 6 repas
de 7h à 22h, 23h le soir, ça n'a aucun sens. Le phénomène d'obésité est relativement nouveau. C'est le résultat, d'après moi, d'une culture de produits d'alimentation de moins bonne qualité, plus abordable, surtout plus accessible et répandu. Si on y pense un peu, c'est un peu étrange de se dire qu'on mange sans aucun problème, puis quand on veut ne pas manger, ça demande plus d'efforts. On s'entend qu'il y a un problème là. On vous donne un exemple, mettons la création d'un donut dans les années 19e siècle, le 100 ans, si on voulait manger un donut, bien, il fallait cultiver le blé, il fallait élever des vaches pour avoir du lait, il fallait acheter un peu de sucre. 6 mois plus tard, on récoltait justement le blé, on mélangeait la farine avec le sucre, le lait, on cuisinait pendant des heures les fameux donuts. Et enfin, on pouvait succuler notre donut. Bon, j'extrapole un peu l'histoire, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que c'était pas accessible autant que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a un café Tim Hortons puis un Starbucks à tous les coins de rue, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, c'est un petit peu trop accessible. Ça n'a vraiment pas aidé justement à notre culture. Parlant de culture, justement, dans les années 70, il y a plein de trucs d'alimentation qui n'était même pas acceptable, on s'entend. Même moi, je me souviens, si on aurait demandé une collation au retour de l'école, ben c'était pas trop long que notre mère disait non, tu vas gâcher ton dîner ce soir, donc non, pas de collation. Puis si vous vouliez une collation avant d'aller au lit, mais c'était non, c'était à toi de manger ton souper au complet. Donc, si vous faisiez une bêtise, c'était pas trop rare qu'ils nous envoyaient dans notre chambre en punition, puis on allait se coucher sans souper. Personne craignait pour notre santé. Personne ne se disait que ça pouvait nuire, que c'était irréversible, même si on sautait un repas. Les diététiciens, les médecins, puis d'autres spécialistes de la nutrition étaient tous fermes sur le fait qu'on devait prendre au moins 3 repas par jour pour être capable justement de bien fonctionner. Il faut comprendre que moi, je pense que c'est une question de marché, c'est prouvé aussi, là, qui est extrêmement lucratif. On s'entend que c'est une business. Le market vend l'idée que 3 repas par jour et des collations, c'est important pour être capable d'être bien concentré, avoir l'énergie nécessaire pour passer notre journée, pour aller à l'école. Mais moi, je pense que c'est plus que nécessaire. Ils s'en sacent un peu, on s'entend qu'ils n'ont rien à faire de notre santé, là. Donc, c'est un grand cercle vicieux de marketing et d'argent, on s'entend, qui est très, très, très lucratif. Donc, ils nous ont rentré dans la tête que c'était super important. Puis on s'entend qu'ils nous ont rentré dans la tête que c'était hyper important de manger le plus souvent possible dans une journée. Prends-toi une Snickers, c'était pas toi quand t'as pas mangé. Là. Genre, vous voyez un peu, le genre. Là. Donc, puis en plus, ça graissait la patte des autres systèmes de santé, les médicaments. Donc, tout ça est un grand cercle vicieux. C'est dommage, mais c'est ça, on est rendu là-dedans. En passant, breakfast, en anglais, je n'ai pas besoin de vous dire que breakfast, ça veut dire briser le jeûne, hein? On s'entend, le brise-jeûne, breakfast, c'est qu'en réalité, en sortant de notre sommeil, on brisait notre jeûne nocturne. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça un breakfast aux États-Unis, et c'est un brise-jeûne. Au bout de la ligne, je sais que souvent je dis que le déjeuner n'est pas nécessairement le repas le plus important, mais il faut comprendre une chose, c'est pas le plus important, bien que la première chose qu'on mange est assez importante dans une journée, mais je vous dirais que le plus important, c'est à quel moment on le prend, le fameux déjeuner ou petit déjeuner chez les Européens. Et une chose que je me dis comme ça vite, les Européens appellent ça un petit déjeuner, peut-être justement parce que dans le temps, avant le déjeuner, qui était à l'heure du dîner, là, l'heure du repas du midi, probablement que de prendre un pain avec de l'eau, c'était un petit déjeuner. Ça, c'est mon interprétation personnelle de la chose. Finalement, il faut comprendre que les mœurs et les cultures, ça se change, mais il faut être patient. Ça prend du temps pour réaligner certaines coutumes, comme ça devrait être justement 2 repas, plus une collation, tout au plus 2 collations. Et le plus important encore, c'est pas ce que vous mangez, mais quand vous le mangez, sur une fenêtre restreinte. Il faut comprendre aussi que si on est nutritionniste, ou spécialiste en perte de poids, par exemple, ou naturopathe, ou peu importe ce qu'on fait, et que ça fait 25 ans que vous vendez l'idée que c'est minimum 3 repas par jour qu'il nous faut pour mieux manger, et que ça prend peut-être même 6 repas, avec des petites portions, il faut manger à petites portions, que le déjeuner, c'est le repas le plus important, qu'il faut le prendre au début de la journée. C'est pas demain matin qu'on va commencer à changer tout ce dogme-là, et que ça va changer, on va changer de discours. Imaginez les gens autour qui disent « un peu, là, ça fait 25 ans que tu me dis qu'il faut que je déjeune le matin en me levant, que c'est le plus important, puis là, tu me dis que finalement, c'est plus ça, puis que tout ce temps-là, tu m'as compté de la bullshit. » Donc, il faut être patient, vous voyez un peu le tableau, là. Fait que c'est ça, ça va prendre un certain temps avant de changer, mais vous êtes sur la bonne voie, justement, avec ce genre de formation pour essayer de comprendre un peu le jeûne et l'importance que ça devrait avoir.
Sur ça, je vous dis merci beaucoup tout le monde. Ça met fin à notre bref capsule historique sur le jeûne. C'est sûr que je pourrais en parler encore plus longtemps et aller plus loin, mais j'ai comme juste rappé ça le plus court possible pour pas trop alourdir cette capsule-là. Mais ça vous montre un peu à quel point c'est des vieilles coutumes qui ne sont plus, qui reviennent et que le dogme est en train de changer puis que les gens sont en train de se rendre compte que finalement, le jeûne a vraiment sa place dans notre alimentation. Sur ce, je vous dis à la prochaine capsule tout le monde. Merci.